Alors nous recevons aujourd'hui Emmanuel Morel, député Bonjour, européen, bonjour, membre donc du groupe The Left, fondateur de la gauche républicaine et socialiste, en effet. et François-Xavier Bellamy, également député européen, membre du Parti populaire européen, la coalition de droite au Parlement européen. Et nous allons avoir une conversation autour du lobbying d'associations proches des frères musulmans, en tout cas proches de l'islam politique dans les institutions européennes et particulièrement donc auprès du Parlement européen et de la Commission européenne, et puis plus largement des questions de fondamentalisme et de laïcité euh, vues par le prisme européen. C'est une question dont on a été amené à discuter ensemble avec, je veux dire, dans le travail à Marianne plusieurs fois ces derniers temps. On a vu ces affiches, c'est ça, je pense, ce qui a fait notre intérêt pour le sujet récemment. C'est ces affiches qui ont été utilisées par la Commission européenne plusieurs fois, présentant à tour de rôle des jeunes femmes voilées avec ce slogan "La liberté est dans le hijab", comme la joie est dans le hijab de mémoire. Hein. Plus récemment, une affiche un peu plus choquante où on a pu voir une petite fille qui n'avait pas 10 ans hein, de mémoire, qui était voilée, qui, je crois, était là pour faire la promotion d'une initiative Erasmus+, en faveur de l'éducation, je crois. Hein. C'est des questions que vous avez été amené à traiter, sur lesquelles vous vous êtes exprimé. Peut-être on peut commencer par vous, Emmanuel Morel. Pourquoi est-ce que cette question vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous a paru important? Et puis, au fond, ça fait combien de temps aussi qu'on s'intéresse à cette question-là, que vous vous y intéressez au Parlement européen? Ah, au Parlement européen, parce que moi je suis un militant laïque de longue date, hein, de très jeune, je m'étais inscrit dans cette filiation qui était assez classique à l'époque à gauche, qui avait un rapport critique avec la religion, avec les fondamentalismes, et qui visait à mettre la religion le plus à distance Hmm. possible. Donc c'est un militantisme très ancien. J'ai même été dans ma jeunesse délégué national du Parti socialiste à l'époque. Le Parti socialiste est un parti puissant chargé de la laïcité. Et d'ailleurs, c'est les questions qui aujourd'hui émergent et nous passionnent étaient déjà là hein, dans Ouais. la société française. Hein. Pas seulement la question du voile d'ailleurs. Hein, c'était le rapport de l'État à la religion, le prosélytisme. Bon, là, au Parlement européen, déjà, faut bien voir que la conception française de la laïcité n'est pas forcément très bien comprise Ouais, bien sûr. par nos partenaires. Ça vaut quelquefois d'ailleurs des débats assez intéressants. Mais dans le cas d'espèce, je crois qu'on était quand même un certain nombre, quelles que soient nos obédiences politiques, à être un peu stupéfaits par cette campagne ouvertement prosélyte Hmm. qui faisait l'apologie, pas seulement du voile, hein, mais vraiment de la publicité pour une religion, et en plus une version très rigoriste de cette religion. Donc il y a eu une réaction spontanée, assez saine, consistant à dire bah ça c'est pas possible quoi. C'est pas Ouais, possible que alors il y a pas enfin au départ c'est le Conseil de l'Europe c'est hein, qui ça, n'est pas absolument. stricto sensu une institution européenne mais il y a une complicité évidente de la Oui, il Commission. y a le logo d'ailleurs de l'Union Ouais européenne bien sûr sur cette affiche. Hein. et puis on a des parlementaires de droite comme de gauche d'ailleurs enfin en l'occurrence là c'était je crois les socialistes qui avaient prêté une salle Hmm. pour que des associations très proches des frères musulmans puissent comme ça faire des colloques, discuter et ça aboutit à cette campagne un peu ahurissante sur le hijab, non seulement c'est mon choix, mais Hmm. c'est quelque chose de beau. Et d'ailleurs, la diversité, le hijab, ça fait partie de la diversité Hmm. européenne. Et, Pardon, excusez-moi. Oui. et c'est évidemment là-dessus que on s'est insurgé. C'est-à-dire que la Hmm. diversité, bien sûr, elle est partie intégrante de l'Europe. Enfin là, ça n'a rien à voir. La Hmm. diversité ne consiste pas à faire l'apologie des choses qui ne sont pas nécessairement respectables et qu'on combat. Parce que c'est en fait l'argument, en tout cas le vocabulaire qui est utilisé pour réussir à faire avancer ce type de campagne, François-Xavier Bellamy, c'est la question de la diversité. C'est la question en fait de l'acceptation de l'autre comme étant une forme d'antiracisme en fait. Il y a effectivement l'idée de l'inclusion. Cette idée d'inclusion, elle justifie finalement toutes les dérives auxquelles on assiste, parce que ce sont quand même des dérives graves, en effet. Et finalement, au nom de la nécessité de la lutte contre l'islamophobie, on en vient à faire la promotion de ces symboles qui, effectivement, sont liés à un islam rigoriste, avec des financements publics. Ouais. En l'occurrence, ce qui était reproché à la Commission européenne, c'est d'avoir financé cette campagne de communication du Conseil de l'Europe. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose de terriblement choquant dans cette situation, au moment même où, en Iran, des femmes sont en train de mourir
parce qu'elles ont décidé qu'elles voulaient dénoncer le voile comme un symbole d'oppression, l'Union européenne ne peut pas leur répondre que la joie est dans le hijab. Apporter de la joie, accepter le hijab, c'est presque l'injonction qui était faite par cette campagne d'affichage. En réalité, derrière cette campagne d'affichage, il y a un travail de longue haleine de toute une nébuleuse que vous avez d'ailleurs contribué à documenter à travers les dossiers que vous avez publiés dans Marianne, mais une nébuleuse islamiste qui utilise soit la naïveté des institutions européennes, soit une forme de complaisance dans certains acteurs de ces institutions pour pouvoir faire avancer leur agenda politique. Et cette campagne d'affichage, elle avait été pensée en effet avec une association, en l'occurrence Femiso, une association qui est vraiment à pignon sur rue à Bruxelles, qui reçoit des financements de l'Union européenne, mais qui en demande aussi simultanément au Qatar avec Absolument, des motivations absolument différentes. Et moi, je voudrais simplement dire que je crois que la réaction des institutions européennes, la réaction du Parlement, elle a été clairement liée aux manifestations en Iran. Oui. Je pense qu'il faut dire que s'il n'y avait pas eu ce contexte-là, je ne suis pas sûr qu'on aurait réussi à susciter une prise de conscience sur ce sujet. Et la prise de conscience n'a pas eu lieu partout, parce que effectivement, il y a une réaction qui est venue de tous les bancs, et il y a des gens de droite comme des gens de gauche qui se sont insurgés contre ces campagnes de communication. Mais il y en a aussi beaucoup qui se sont insurgés qu'on s'insurge. Oui. Et beaucoup qui ont tenté de faire obstacle à cette réaction que je crois pourtant nécessaire. Et notamment, il faut bien le dire, malheureusement, c'est un fait, beaucoup à gauche. Alors, on cherchait à empêcher que nous puissions faire en sorte de rappeler la Commission à son devoir en matière de laïcité. c'est aussi pour ça qu'on tenait à vous avoir tous les deux, parce que je crois que la question de la mobilisation des politiques, des députés européens ou du gouvernement français sur cette question du fondamentalisme dans les nations européennes est importante. Mais aujourd'hui, on a un homme de gauche à ma gauche et un homme de droite à ma droite qui finalement bataille dans le même sens. Je tiens à préciser, peut-être, il faut peut-être le dire d'abord, que vous avez tous les deux présenté un amendement. Je crois qu'il faut quand même le rappeler peut-être en début de conversation. Alors le vôtre. Et d'ailleurs, je crois qu'on a tous les deux voté pour l'amendement de l'un de l'autre. C'était ma question. Je sais pas, je m'en souviens plus. Peut-être en une phrase, est-ce que vous pourriez présenter l'amendement que vous avez présenté, M. Morel d'abord, puis ensuite M. Bellamy. Moi, c'était un amendement très simple qui partait du scandale qu'avaient suscité les affiches dont on parle depuis tout à l'heure, mais qui visait à condamner par avance tout financement d'événements qui rentraient dans le cadre du prosélytisme religieux. Et donc vous vous en êtes tenu à cette formulation de prosélytisme religieux. Parce que justement, respectant cette tradition française de la laïcité qui consiste à pas vouloir faire le tri entre les dogmes et les religions, parce que je peux vous dire qu'au Parlement européen, il y a cette question spécifique du fondamentalisme musulman qu'il faut dénoncer évidemment, mais enfin vous avez aussi la résurgence de formes de religiosité, que ce soit du côté des catholiques ou des protestants, avec des pressions, avec un agenda politique qui est tout aussi condamnable. Hein. Je veux dire, alors ça c'est plutôt le groupe de M. Bellamy, mais on va dire les hommes de droite polonais par exemple, qui partent en guerre contre l'avortement, ou qui essaient de mettre en place des zones free LGBT, donc visant à stigmatiser l'homosexualité, valent pas mieux que les bigots musulmans. Bien sûr. Moi, l'idée, c'était vraiment, si vous voulez, de dire il ne faut pas de complaisance ni avec la bigoterie ordinaire, ni avec le prosélytisme quel qu'il soit. C'est pour ça que... Mais bien évidemment, j'ai voté l'amendement de M. Bellamy parce que ce qu'il disait était factuellement juste. Il y a une campagne, il faut la condamner, il ne faut surtout pas que les institutions européennes promeuvent et financent ce type de campagne. Alors, on ira sur le fond de la question de condamner le prosélytisme religieux de façon générale, ou particulièrement le fondamentalisme islamique, mais juste avant que vous puissiez nous rappeler, vous, votre amendement, en comment il était formulé et ce qu'il disait, peut-être pour que nos téléspectateurs puissent voir la différence de rédaction entre les deux amendements. Moi, j'ai ciblé spécifiquement cette campagne de communication parce que je crois que nous sommes vraiment face à un phénomène qu'il faut appeler par son nom, c'est-à-dire un phénomène d'entrisme lié à des organisations islamistes à l'intérieur des institutions européennes, et qu'il y ait des débats politiques en cours sur bien d'autres sujets, c'est le cas. Ce que Emmanuel Morel évoquait est lié à la situation de la Pologne, dont le gouvernement
dans le groupe ECR est aujourd'hui combattu par la quasi-totalité des institutions européennes avec une détermination sans faille. Et d'ailleurs, j'observe que la Commission européenne montre une tolérance à géométrie variable envers les religions et envers, au nom de l'inclusion, les différentes traditions spirituelles. Puisque la vérité, c'est que quelques mois avant cette communication sur la liberté et dans le hijab, la Commission européenne avait publié un petit livret de la communication inclusive pour interdire à ses fonctionnaires de souhaiter Joyeux Noël, parce que Joyeux Noël n'est plus inclusif. Une sorte de Donc, délire. oui, mais c'est très important de le dire parce Par qu'en ailleurs, fait, on même voit bien. commissaire, c'est Moi, le même, je crois pas. Si vous voulez, je crois pas. J'ai beaucoup d'estime pour Emmanuel Morel et je veux pas lui causer d'ennui, donc je vais pas dire trop de mal de lui, mais j'ai admiré son courage dans ce débat parce qu'il y a quand même, il faut le dire, une grande partie de la gauche qui a complètement perdu sa boussole. J'ai donc voté pour son amendement, évidemment, parce que j'étais parfaitement d'accord avec et je suis parfaitement d'accord avec la nécessité du combat laïque aujourd'hui. Moi, qui suis pourtant croyant et catholique, je crois d'ailleurs que la laïcité est aussi liée à cet héritage religieux d'une certaine manière, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Mais je pense que la distinction du spirituel et du temporel est absolument décisive et j'espère ne jamais avoir été pris en faute sur ce sujet. Et j'ai donc voté pour l'amendement d'Emmanuel Morel, bien évidemment. Dans mon amendement, moi, je ciblais plus spécifiquement cette campagne sur le voile, parce que je crois que c'est aujourd'hui ce qui est en jeu. J'observe que ça n'est pas seulement cette campagne de la Commission européenne, c'est la publicité du programme Erasmus, c'est tout récemment une campagne du comité européen, du comité économique et social européen, qui revenait sur l'année européenne de la jeunesse, et dans une petite vidéo d'1 minute, on voyait pas moins de 7 jeunes filles voilées. Donc on voit bien qu'il y a, encore une fois, ce phénomène d'entrisme, il existe, et il faut l'appeler par son nom, il faut le nommer. Moi, je ne vois pas aujourd'hui la Commission européenne publier des campagnes de publicité en disant la joie est dans la première communion ou la liberté dans la croix. apporter de la joie, accepter le sacerdoce. Enfin, le sujet n'est pas là aujourd'hui. Donc, sauf à mener des combats datés, il faut regarder la réalité de l'adversité. Ce que vous dites, pour qu'on comprenne bien la ligne de clivage, ce que vous dites, vous, François-Xavier Bellamy, c'est qu'il y a non seulement une offensive accueillie avec naïveté ou bienveillance pour des raisons de diversité, des raisons de lutte contre l'islamophobie de ces associations fondamentalistes islamistes, et que dans le même temps, c'est ce que vous dites, dans le même temps, la façon dont l'Union européenne et les institutions européennes traitent la question du catholicisme, on va le dire clairement, c'est ça, est beaucoup plus critique, beaucoup plus dure. On a la disparition de ces termes, c'est ce que vous dites. Oui, moi je ne demande surtout pas à la Commission européenne de faire la propagande de la foi chrétienne. Je pense que ce n'est pas du tout son rôle, évidemment. J'observe juste qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un phénomène de montée des courants religieux en général. Il s'agit vraiment d'une exposition spécifique à la question de l'islamisme. Et pour revenir sur la rédaction de l'amendement, juste en 2 mots, moi j'ai déposé non pas un mais 2 amendements, parce que j'en ai déposé un premier au moment où on faisait un débat sur justement la situation en Iran. Et ma grande surprise, c'était vraiment une grande surprise, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai déposé un amendement oral qui était très formel, très sobre, pour dire que dans le contexte de notre résolution sur l'Iran, il fallait rappeler à la Commission européenne qu'elle ne devait pas financer des campagnes de communication affirmant que la joie est dans le hijab. Et quand vous déposez un amendement oral, la procédure veut que si une quarantaine de députés se lèvent, l'amendement ne peut pas être mis aux voix. Et on a vu une grande partie de la gauche se lever pour empêcher que l'amendement soit mis aux voix. Je crois que c'est fondamental de dire qu'aujourd'hui, malheureusement, ce combat laïque, parfois il a été trahi par la droite, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, malheureusement, il est aussi trahi par la gauche. Peut-être 2 choses sur ce que vient de dire François-Xavier Bellamy, et puis ensuite, évidemment, sur la question de votre position à gauche. C'est vrai que, on l'a vu, vous n'avez pas été soutenu pour cet amendement que vous avez déposé au Parlement européen, à l'inverse de François-Xavier Bellamy qui a pu faire voter le sien. Est-ce que vous êtes seul, et pourquoi est-ce que vous êtes seul? D'abord, j'ai pas été soutenu. En fait, si, j'ai été soutenu par des collègues, pas par tous. Enfin, si mon amendement il est battu par la droite européenne. D'ailleurs, un peu pour la même raison que l'amendement moral de M. Bellamy avait été rejeté. Il y a parfois des réflexes pavloviens qui consistent à contester l'amendement sans l'avoir lu, juste du fait qu'il est porté par un homme de droite ou un homme de gauche. Moi, je pense que mon amendement, il a été aussi sanctionné pour cette raison-là. Ensuite, deuxième chose, là où je conteste ce que dit François-Xavier, c'est que la résurgence d'une forme de religiosité agressive, parfois même flirtant avec l'obscurantisme, et tout ce que ça comporte, la défiance par rapport à la raison, la contestation de la science, moi je la vois au contraire partout. Et dans toutes les religions, et en Europe, comme en Amérique du Nord. Regardez le renouveau des charismatiques, des évangélistes, au Brésil,
aux États-Unis et un peu aussi en France, hein, même si ça passe plus sous les radars, c'est tout aussi inquiétant, de mon point de vue, que la minorité de l'islam, qui est politique et qui mène un combat très sérieux et très méticuleux pour remettre en cause un certain nombre de choses auxquelles on croit. Et ça vaut pour toutes les religions. C'est pour ça que moi, je ne fais pas vraiment de distinction. Monsieur Bellamy disait entrisme. Mais pour ce qui concerne les catholiques fondamentalistes, il n'y a pas d'entrisme, ils étaient là dès le départ. Hein. Donc ils ne sont jamais sortis. Voilà. Mais de fait, je ne fais pas vraiment de différence entre les deux. Et je pense que tous ces courants qui sont revitalisés, alors après on pourrait se poser la question de pourquoi, il y a plein de raisons qui sont liées au système, à l'individualisme contemporain, à la recherche de sens, tout ça c'est évidemment des questions sérieuses, mais je mets vraiment tout ça au même niveau. Après, moi je me sens pas seul, par contre ce qui est vrai c'est que il y a un déclin du militantisme laïque à gauche, c'est incontestable, et puis il y a une forme de, disons, de naïveté, hein, on va dire de naïveté, qui consiste, au nom de l'exaltation de la diversité, à passer sous le silence des choses qui nous gênent dans les religions dites minoritaires, qui vont totalement à l'encontre de ce qu'on pense. Parce que Ouais, franchement, ouais. il y a quand même une contradiction, on va le dire comme ça, chez certains progressistes, à défendre à la fois les femmes iraniennes, mais pas que iraniennes, hein, les femmes afghanes, et pas seulement dans le monde arabe d'ailleurs, qui luttent pour être libres et pour être à égalité avec les hommes, et en même temps expliquer que le voile contribue à l'embellissement. Ouais, Hein, c'était la ouais. fameuse formule Sandrine de Rousseau, ouais. Sandrine Rousseau. Là, on était dans une contradiction aberrante. Mais pourquoi? C'est parce qu'on a aussi un certain nombre de camarades qui ont intégré, et c'est en ça c'est le succès du militantisme des islamistes politiques, à intégrer l'idée que toute critique des dogmes ou de la religion serait forcément, en l'occurrence, de l'islamophobie. Et ça, à gauche, il y a beaucoup de gens qui sont traumatisés à l'idée de pouvoir passer à un moment ou à un autre pour islamophobe. Parce que, et c'est ça, le talent hein, des islamistes, c'est de mettre un signe égal entre islamophobe et raciste. Donc en fait, vous critiquez la religion musulmane, vous êtes islamophobe, donc raciste. Il y a un dévoiement d'ailleurs du combat antiraciste de ce point de vue-là qui est scandaleux. Moi, j'ai commencé mon militantisme comme beaucoup de gens de gauche de ma génération SOS Racisme, et je peux vous dire que ça m'a jamais quitté, c'est vraiment quelque chose que j'ai chevillé au corps, mais je n'accepterai pas qu'au nom du combat antiraciste, on me demande de me taire sur un certain nombre de dérives très inquiétantes dans la société française ou dans la société européenne. Donc moi je ne suis pas isolé, mais par contre c'est vrai que le combat laïque a perdu en vigueur, et qu'il y a une partie des militants de gauche qui ont tellement peur d'être taxés d'islamophobes qu'ils se taisent. Eh bien, il ne faut pas qu'ils se taisent. Au contraire, moi, je pense qu'on a tout intérêt, surtout compte tenu des contradictions qui traversent la société française, et parfois d'un climat euh, un peu inquiétant, et on a tout intérêt à réaffirmer des principes simples. Et moi, je pense que le combat laïque, il est indissociable du combat social, et il fait partie de l'identité de la gauche. Hmm. Peut-être qu'on peut évoquer disons un sujet qui pourrait peut-être vous mettre d'accord, je ne sais pas. Mais quel rôle joue sur ce sujet-là? Je parle vraiment la question de la contestation de cet entrisme, infiltration, on peut l'appeler de différentes façons. Quel rôle jouent les députés de Renew, les députés macronistes, on peut le dire comme ça? Parce qu'on a vu que depuis que l'affaire entre guillemets Fémisso est sortie, certains députés, je pense à Hélène Sucurel, je pense à d'autres députés, je pense aussi tout simplement au gouvernement, je pense à Gérald Darmanin et d'autres, ont pris la parole sur ce sujet-là pour affirmer l'importance de porter la voix de la France, le modèle français auprès des institutions européennes. Eux-mêmes ont déposé un amendement qui a été adopté également, en même temps que vous d'ailleurs. Quel regard vous portez tous les deux, et peut-être on va commencer par vous, François-Xavier Bellamy, quel regard vous portez sur l'action d'Emmanuel Macron, des députés européens Renew, du gouvernement français, sur cette idée, cette volonté de faire entendre la voix française et d'alerter les institutions européennes sur cette question-là? D'abord, je voudrais revenir très Bien sûr. rapidement sur ce que disait Emmanuel Morel à l'instant, qui je crois est très important. Oui. Ce dévoiement du combat antiraciste, il est au cœur de la difficulté qu'on évoque aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, moi, je suis très reconnaissant à Emmanuel de dire avec courage la nécessité de revenir
à l'essentiel, c'est-à-dire à la lutte contre tout ce qui opprime, tout ce qui détruit la dignité des personnes. Je pense que aujourd'hui, encore une fois, c'est tragique de voir. Moi, je dis ça avec beaucoup d'estime pour le combat qui a été celui de la gauche pendant très longtemps, le combat historique de la gauche pour la laïcité. Je pense que c'est un combat qui a été important dans l'histoire de notre pays. Et aujourd'hui, c'est tragique de voir la gauche silencieuse, une partie de la gauche en tous les cas, silencieuse face à beaucoup de ces dérives. Je ne serais pas, moi, par contre, c'est un point de désaccord qu'on aura certainement, mais moi, je refuse cette espèce de relativisme qui consiste à dire que le phénomène est religieux. Encore une fois, si on nomme pas les choses, on est incapable de les combattre. La vérité, c'est que on peut parler des évangéliques, oui, d'accord. La vérité, c'est que c'est pas un protestant qui a coupé la tête de Samuel Paty pour un cours qu'il avait fait. C'est pas des catholiques intégristes qui ont attaqué Charlie Hebdo en tuant des journalistes et des gens pour des dessins qu'ils avaient commis. Et je pense qu'il faut quand même qu'on regarde la réalité du danger en face aujourd'hui. Et paradoxalement, si on veut défendre la laïcité, je le redis, ça peut paraître paradoxal, mais si on veut défendre la laïcité, on n'a pas d'autre choix que d'assumer aussi de défendre un héritage dans lequel la laïcité s'est formée, dans lequel elle a mûri. Et si on veut critiquer toutes les religions simultanément, on va paradoxalement laisser le vide dans lequel, comme on le fait depuis trop longtemps, dans lequel l'islamisme s'installera pour pouvoir continuer d'étendre son influence dans nos sociétés. Mais comment tu peux ne pas voir la violence, par exemple, des évangélistes en Amérique du Nord, où là, il y a aussi des morts. C'est pas juste des sauf fantasmes. que moi, j'habite pas en Amérique du Nord. Regardons la Alors, réalité de ce qui se passe disons chez nous. l'agressivité des catholiques envers les homosexuels dans des pays de l'Union européenne. Hein, je parle de la Hongrie, je parle de la Pologne, ceux qui sont à côté, la Serbie, sont même allés jusqu'à la Russie, ça c'est une réalité aussi. Et là, il y a de la violence, et là, il y a des victimes. Parce que, enfin, moi, je pense que, même si j'ai de grand respect pour la religion, la foi, je pense quand même qu'il y a toujours en germe une potentialité de violence. Parce que, par définition, le dogme a un problème avec l'altérité, avec les gens qui ne pensent pas comme vous, ou pire encore, qui ne croient pas. Et donc c'est pour ça que c'est pas une histoire de relativisme. Hein. Je suis le premier à mesurer la gravité de ce que c'est des gens qui sont attaqués à Charlie ou récemment à Salman Rushdie. On a des gens qui payent de leur vie ou de leur santé un combat courageux. Mais en même temps, je ne crois pas qu'il faille dire que ça ne concerne qu'une seule religion ou qu'un seul monde, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et il y a des dizaines d'exemples. Et si je regarde le monde, je pourrais dire qu'il y a aussi parce que souvent on dit mais regardez les bouddhistes sont pas violents, mais c'est pas vrai. Regardez en Birmanie comment la minorité musulmane se fait massacrer. Regardez en Chine comment les Ouïghours se font taper dessus. Je pense qu'il y a cette propension chez toute religion à vouloir faire de la politique, à vouloir imposer aux autres sa loi, et donc parfois à tomber dans la violence. Et donc, nous, on doit être vigilants par rapport à toutes ces offensives, quelles qu'elles soient. Voilà, c'est tout. Et c'est vrai que c'est une divergence importante, je crois. Non, mais la tentation de la violence, elle est présente partout dans le cœur humain, elle sera toujours présente, elle est présente aussi dans les combats les plus anti-religieux parfois. Et d'ailleurs, au XXe siècle, les plus grands criminels de l'histoire de l'humanité ont été motivés par leur haine des religions, de la religion chrétienne parfois en particulier. Le communisme soviétique était une idéologie absolument athée et elle a fait des millions de morts. Donc le sujet n'est pas de savoir si les hommes sont capables d'être violents, ils sont capables d'être violents partout. Et la tentation de la violence, elle existe partout. Et de ce point de vue-là, évidemment, chez tous les hommes, qu'ils soient croyants ou non, et quelle que soit leur religion. Mais si on regarde la réalité de la menace à laquelle on est confronté aujourd'hui en France et dans le paysage européen, on voit bien qu'encore une fois, et même d'ailleurs dans le reste du monde, pardon, mais... oui, bien sûr, je serai le dernier à dire que le catholicisme est indemne de toute tentation. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas au nom du christianisme qu'on lapide des femmes chez les talibans. C'est pas au nom du catholicisme, je le redis, qu'on empêche la liberté d'expression de s'exercer. Et il me semble au contraire que c'est le grand paradoxe. C'est ça, pour le coup, il nous faudrait beaucoup plus de temps pour en parler, mais je serais prêt à pousser la réflexion sur ce sujet-là. Je crois que c'est une question importante, mais le grand paradoxe, c'est pourquoi ne pas reconnaître que, quels que soient ces torts, ces erreurs, ces manquements et tous les crimes qui ont été commis en son nom, c'est malgré tout à l'intérieur
du christianisme, notamment sur le continent européen, qu'est née la revendication de la liberté de conscience, l'exigence de la protection de la conscience. C'est en confrontation au catholicisme. Mais paradoxalement, qu'il y a c'est Marcel Gauchet qui parle de la religion, de la sortie de la religion. Le christianisme est d'une certaine manière la religion de la sortie de la religion, celle qui a le plus, je crois, fait éclore la nécessité de la reconnaissance de ce que Pascal appelait l'ordre de la raison, avec son autonomie, et cette autonomie propre, aujourd'hui, elle n'émerge pas, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le monde islamique, où que ce soit d'ailleurs. Vous avez une émergence en Iran certaines revendications pour plus de liberté ou pour de la laïcité. Vous l'avez dans le monde musulman, ces revendications. Oui, mais qui naît contre l'islam. Oui, c'est ce que qui ne naît pas, d'une certaine manière, le grand paradoxe, je le redis, c'est Blaise Pascal, c'était au nom du christianisme qu'il revendiquait les droits de la raison. C'est dans le message des évangiles dès le départ. Bien sûr, le Christ qui dit rendons à César ce qui est à César, et dit à Dieu ce qui est à Dieu. Le terme même de laïcité, de la séparation. Le terme même de laïcité est directement lié à la théologie chrétienne. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Encore qu'on pourrait remonter un peu plus avant, parce que dans le monde gréco-latin, et vous le savez mieux que moi, il y a déjà une ébauche de cette pensée-là quand même. Mais il faut quand même ayez un peu confiance dans les autres cultures. Moi, je pense d'abord qu'on caricature, on simplifie quand on présente l'islam ou le monde musulman, parce qu'en réalité, le monde musulman, il est incroyablement hétérogène, traversé par des contradictions très fortes, et il y a aussi des combats entre des progressistes et des conservateurs. Les conservateurs accaparent le pouvoir politique au nom de la religion, enfin, et il y a plein de penseurs dans le monde musulman, et pas qu'aujourd'hui, avant, qui eux aussi avaient une vision très claire de la séparation entre le dogme et le pouvoir politique. Je crois pas, parce que ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que il y a parfois d'ailleurs une conjonction entre la pensée des fondamentalistes islamistes et une certaine extrême droite qui finalement arrive au même résultat que de dire il y a une incompatibilité entre l'islam et la laïcité, ou entre l'islam et la République. Moi, je m'inscris totalement en faux contre ce raisonnement. Je me souviens d'ailleurs d'un penseur de l'extrême droite, qui est peut-être un peu oublié, Alain de Benoît, qui avait écrit un texte sur l'excision, où il disait, mais finalement, justement, avec une sorte de relativisme, finalement, ça fait partie de leur culture, il faut qu'on le comprenne, tout ça. Ça rejoignait complètement les arguments des islamistes les plus extrêmes. Donc, dans le monde musulman, il y a aussi une pensée de l'émancipation laïque. Voilà, comme dans toutes les cultures. C'est juste qu'il y a une tension qui est très forte et qui n'est pas réglée, mais ça existe de la même façon. Je ne crois pas du tout à l'incompatibilité structurelle et fondamentale de tel ou tel dogme par rapport à la laïcité, à la sécularisation, on va dire. Donc voilà. Après, je ne sais plus quelle était la question. Mais, alors, non, mais le débat est extrêmement intéressant. À l'origine, je vous interrogeais sur le rôle que joue Emmanuel Macron, le gouvernement. Et c'est parce que c'est pas très intéressant, en fait. J'ai l'impression que ça ne nous intéresse pas beaucoup, effectivement. Mais il se trouve quand même qu'il mène, au niveau européen, en tout cas, ce combat-là. En tout cas, moi, en tant que journaliste, j'ai souvent à discuter avec eux de l'état des relations, des communications, des discussions entre les différents ministres. Et je pense à la commissaire européenne à l'égalité, notamment Yann Ali, qui s'est retrouvée en première ligne sur ces questions disons de bienveillance ou de naïveté envers Fémisso. Est-ce que la position... Il mène le combat, pardon, mais en fait en écrivant des courriers, enfin, c'est pas... Auquel on ne répond pas. Voilà, et je pense que le gouvernement français, le gouvernement de la France, s'il veut avoir une action déterminée, il fait en sorte qu'on réponde à ces courriers, ou alors il fait autre chose que de simplement envoyer des courriers. Par ailleurs, je me permets de dire qu'il y a une partie de la gauche qui, effectivement, malheureusement, montre une forme de complaisance à l'égard de ce phénomène qu'on évoquait à l'instant, mais c'est le cas aussi dans la délégation de nos collègues de la majorité présidentielle au Parlement européen. Et pardon, mais Ilana Sicurel, je ne doute pas une seconde des convictions sincères et solides de beaucoup de collègues quand ils exigent que la laïcité soit respectée par les institutions européennes sur un sujet comme celui-ci. Mais la vérité, c'est que cette délégation est divisée sur beaucoup de sujets, parce que la vie, c'est pas le en même temps, et que devant une question de cette importance, on n'a pas droit à l'ambiguïté. La vérité, c'est que Ilana Sicurel commet une fausse nouvelle quand elle dit que la délégation En Marche tout entière a soutenu cette démarche, puisque de fait, une partie de cette délégation, y compris le président
du groupe Renew, le président du parti Renaissance, Stéphane Séjourné, a voté contre l'amendement que j'avais déposé. Je ne sais pas ce qu'il a voté sur l'amendement d'Emmanuel, mais en tous les cas, il a voté contre mon amendement. Et le problème, c'est que lutter contre l'islamisme exigera une détermination forte, une clarté absolue, un engagement vraiment clair. Et aujourd'hui, cette clarté, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne la trouve pas, y compris chez nos collègues macronistes, en tous les cas pas chez tous. Emmanuel Morel. Oui, alors en effet, je pense que pour l'instant, l'action, en tout cas au niveau européen, consiste à envoyer des courriers à pas recevoir de réponse. C'était déjà le cas, il faut être juste, du gouvernement précédent, parce que même sous François Hollande, il y avait eu déjà des premiers problèmes. Bon. Ce que je remarque surtout, c'est que M. Macron n'est pas très clair sur la question de la laïcité non plus. Vous vous souvenez peut-être d'un discours inaugural qui avait fait un peu de bruit, je crois que d'ailleurs dans Marianne vous en aviez parlé, qui était un discours au Collège des Bernardins de mémoire, où Macron, d'ailleurs sans habileté pour une fois je trouve, mélangeant un peu tout, en arrivait un peu à la même conclusion que Sarkozy avant lui, qui était de dire vous vous souvenez de la phrase de Sarkozy qui disait que le curé sera toujours plus ou le pasteur sera toujours plus important que l'instituteur. Moi, ce qui m'avait absolument oui, stupéfait, choqué. Macron était un peu là-dessus, il disait il faut que l'Église de France soit un peu revigorée, il faut que le lien entre la République et l'Église soit plus fort, des formules un peu ambiguës qui montraient que lui-même, mais finalement en bon libéral, s'accommodait pas mal de la résurgence d'une forme de religion. Moi, si je peux me permettre un mot là-dessus, ouais. Je partage totalement l'avis d'Emmanuel Morel sur le discours des Bernardins, que j'ai pour ma part trouvé catastrophique. Oui. Je trouve vraiment dramatique d'ailleurs, et je le dis comme catholique, mais je trouve dramatique que l'Église de France ait été charmée par ce discours. Et je pense que d'ailleurs, ce discours n'avait aucune espèce de consistance réelle, et moi je l'ai pris comme une opération de séduction. Et je pense que derrière ce qu'on évoque, il n'y a pas seulement une espèce de complaisance, ou même d'ailleurs, il n'y a pas seulement, à la limite, je respecterais plus un libéralisme doctrinal qui aurait sa cohérence et sa consistance. Mais là, en fait, il s'agit d'abord d'additionner des électorats. Il s'agit de chercher des clientèles. Et c'est vrai d'Emmanuel Macron. On se souvient quand même que dans l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle à Strasbourg, il dit à une jeune femme voilée qu'elle est un modèle du féminisme. Et ça n'était pas complètement anodin, c'était pendant l'entre-deux-tours de la présidentielle. On voit bien qu'il s'agissait aussi de cibler une clientèle. C'est vrai aussi, malheureusement, de beaucoup d'élus de gauche. Je suis désolé de dire, certains élus de droite se rendent coupables aussi de ces stratégies clientélistes et communautaristes. Bien sûr, non, mais je ne le nie pas. Mais en l'occurrence, dans cette espèce de complaisance, moi, je ne doute pas un instant qu'il y ait aussi des arrière-pensées électoralistes extrêmement présentes. Et je crois que c'est très, très malheureux que des forces politiques, quelles qu'elles soient, se rendent coupables de cette espèce de démission intellectuelle pour pouvoir chercher un profit électoral. On en parlait tout à l'heure, la question du principe de laïcité, de ce principe de laïcité à la française tel que nous le vivons depuis 1905. C'est un principe, on en a discuté ensemble déjà, qui est difficilement compris par vos collègues européens, qui est difficilement compris par les institutions européennes, qui est parfois taxé de prétexte pour du racisme ou de l'exclusion. Non. Est-ce que ça va être que de dire ça? Comment ça se passe quand on parle de laïcité dans les institutions européennes? Déjà, un premier problème, c'est traduire. Ouais. C'est quoi? C'est sécularisme Oui, mais c'est pas exactement la même chose, en fait. Non, mais ça a l'air de rien comme ça, mais quand vous avez un terme qui n'est pas aisément traductible dans les autres langues, c'est déjà un premier problème. Deuxième problème, c'est qu'en fait, le chemin qui a amené la France à la loi de 1905 et au modèle d'aujourd'hui n'a pas été emprunté par d'autres pays européens. En fait, c'est assez minoritaire. Pour beaucoup, la question de la religion d'État, par exemple, ça existe en Europe. Il y a plusieurs pays. Il y a même des pays où le clergé est financé par l'impôt ou exonéré d'impôts. Vous vous souvenez, en Grèce, il y a eu ce débat qui avait été porté par Syriza assez courageusement, qui consistait à dire on ne veut plus exonérer d'impôts le clergé orthodoxe. Je peux vous dire que ça avait fait un sacré scandale en Grèce, alors que nous, un débat qui nous paraît quand même un peu lointain, vous voyez. Donc la première difficulté, c'est une difficulté, mais c'est le cas finalement au niveau européen sur d'autres sujets, c'est la question des cultures politiques. Parce qu'en fait, comme vous le savez, là pour le coup, il y a une vraie diversité au niveau européen. Parce que l'histoire, les traditions sont différentes. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté consiste à bien faire comprendre que la laïcité, elle n'est pas pensée contre la religion,
c'est vraiment la liberté de croire et de ne pas croire. La liberté absolue de conscience. Mais ça veut pas dire genre, j'ai 10 religions à ma disposition et j'ai choisi. C'est aussi surtout, la neutralité de l'État, deux, le respect et la défense des gens qui ne croient pas. Hein, parce que, contrairement peut-être à ce que disait tout à l'heure François-Xavier Bellamy, je trouve que les laïcs et les athées, dans ce pays, en tout cas, c'est quand même ceux qui emmerdent le moins les autres, quoi, hein. Et ils ne sont pas bien récompensés. Donc, il faut les défendre et il faut les protéger. Et ça, mais on a des collègues qui ont du mal à comprendre, hein. Et c'est vrai que parfois, moi, je me souviens de mon premier mandat, en 2014, où sur ces sujets, je passais un peu comme le Huron, là, je ne sais plus, c'est dans Voltaire, le Huron, c'est ça, hein, avec une idéologie un peu, voilà, qui pourrait paraître un peu décalée ou déplacée. Or, moi, je crois justement que dans une construction aussi diverse que l'Union européenne, bah, la sécularisation, la laïcité, c'est précisément un modèle qu'il faut porter et promouvoir, qui permet la concorde et une forme de relation pacifique, quoi. Ouais, ouais. Et ça n'empêche en rien, un, que les croyants puissent croire, deux, qu'on ne les inquiète pas dans leur pratique, trois, même, je vais aller encore plus loin, qu'on puisse reconnaître que dans le monde européen, bah, il y a des héritages, des traditions, et que celles-ci ne doivent pas être gommées ou occultées. Mais quand même, je pense que pour vivre... En fait, la question, c'est pas tant seulement de vivre ensemble, c'est vouloir vivre ensemble. Et bah, vouloir vivre ensemble, ça passe par une vision, oui, laïcisée, des sociétés. Mais c'est pas facile, on est encore minoritaire. Le problème aussi, c'est on ne se bat pas assez au niveau européen pour ça. Mm. Et c'est bien le sujet finalement du débat d'aujourd'hui, c'est que ça, il faut des militants qui non seulement y croient, mais y consacrent un peu de temps et un peu d'énergie. Est-ce que c'est envisageable, bon, la question paraît un peu surréaliste, mais est-ce que c'est envisageable, est-ce que c'est souhaitable que le modèle français réussisse à s'exporter dans les institutions européennes? Est-ce qu'on pourrait envisager un jour une laïcité européenne? Je suis pas sûr qu'il s'imposera à tous les pays de l'Union européenne. C'est vrai que quand on se déplace comme parlementaire européen, on est souvent frappé de voir à quel point effectivement notre modèle n'est pas universel en fait, hein. On parlait de la Grèce, vous allez rencontrer des ministres du gouvernement grec, ils ont tous un mur d'icônes dans leur bureau. Donc voilà, demain on va pas imposer à des États membres de l'Union européenne qui ont une religion d'État d'y renoncer par exemple. Mais en revanche, il faudrait, oui, je crois que les institutions européennes puissent s'inspirer du modèle français. Je crois que son actualité est très grande, et notamment dans le moment que nous connaissons aujourd'hui, dans l'archipélisation, la fracturation des sociétés européennes. On a absolument besoin de retrouver le sens et la pertinence de ce modèle. Mais je dirais peut-être que il y aurait beaucoup de raisons qui font que ces questions ne sont pas pensées au niveau européen. Dans mon groupe, je ne sais pas si c'est peut-être moins le cas dans celui d'Emmanuel, mais il y a une grande tentation qui est de penser l'Europe uniquement sur un plan technique. Au fond, ce qui compte, c'est les questions économiques, les questions industrielles, les questions commerciales. Mais finalement, on regarde toujours ces questions idéologiques au sens fort du terme. On les regarde toujours avec un peu de circonspection. Et ça, c'est souvent un frein. Et puis, je dirais que le problème, c'est aussi, est-ce que la France vit elle-même la laïcité à la française? Et le combat, il est aussi là. On parlait de l'entrisme d'associations dans les institutions européennes, mais vos confrères de Charlie Hebdo ont rapporté tout récemment que dans les formations des services civiques en France, vous avez des intervenants d'une association comme l'ALAB qui viennent pour expliquer à quel point la loi sur le voile est une loi scélérate qui empêche les gens d'exprimer ce qu'ils sont. Bon, ben voilà, on voit bien que le sujet, il existe évidemment à Bruxelles, à Strasbourg, mais il existe aussi dans notre propre pays. Et je pense qu'il ne faudrait pas qu'on croie trop vite que le seul point de travail à faire se situe au plan européen. Vous avez évoqué le fait que des parlementaires européens avec qui vous travaillez voient l'Europe sous un prisme technique, un prisme économique. Est-ce que c'est une question qui s'est posée? Nous, pour être honnête avec vous, on s'est posé la question avec mon confrère Adrien Brachet. Quand on s'est demandé comment est-ce que ces affiches avaient pu être fabriquées et comment est-ce qu'elles avaient pu être diffusées, on s'est demandé si la question de cette espèce de mastodonte administratif qu'est l'Union européenne n'avait pas aussi posé, à un moment, permis la fabrication, l'irruption de ce type de visuel. Est-ce que la forme même technocratique, une forme de millefeuille administratif, ne nuit pas à la vigilance, à l'action contre ce type de tentative oui, de lobbying? Bah, non, mais il y a une bureaucratie à Bruxelles comme il y a une bureaucratie à Paris.
hein. Parce que celle de Bruxelles n'est pas plus... Je peux vous dire qu'en termes de zèle administratif, la France, c'est un modèle aussi. Je sais pas, Bercy, par exemple, bon, on peut dire que là, les résistances des fonctionnaires et le fait de tourner un peu toujours en rond sur le même modèle, ça existe aussi. Le problème à Bruxelles, là, en l'occurrence, dans le cas d'espèce, c'est la volonté politique et la direction. Quand on a des dirigeants, des commissaires ou des parlementaires qui savent où ils vont et qui donnent des directives claires, les fonctionnaires, normalement, ils appliquent. Donc je ne crois pas du tout que ça soit lié à la structure. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une solide structure technocratique à Bruxelles, hein, ça je ne dirais pas le contraire. En tant que parlementaire, on y est confronté tout le temps, tous les jours. Mais quand on a des dirigeants politiques dignes de ce nom, bah, la fonction publique, elle fait ce qu'on lui dit de faire, hein. Donc là, pour le coup, moi je pense que c'est vraiment une carence de leadership politique. De volonté Voilà. politique, oui. Ah bah oui, ça c'est clair. Et donc moi j'en resterai là. Je ne pense pas qu'il faille... Après mais il y a d'autres collègues à vous, hein, notamment je pense à un article de Jean Quatremer qui avait dit que dans la commission, l'entrisme dont on parlait avait aussi ses entrées, si j'ose dire, hein, avec de la complaisance, voire de la complicité chez les fonctionnaires. Mais quand vous avez des dirigeants politiques qui sont suffisamment vigilants et qui ont suffisamment d'autorité, bah, normalement ça ne se passe pas. Est-ce qu'on peut dire, et je pense que là-dessus on a un exemple récent avec ce qui s'est passé dans l'affaire de la corruption alléguée hein, du Qatar sur certains députés européens, est-ce qu'on a affaire à certains, je vais le poser plus clairement, est-ce que certains pays savent qu'ils peuvent influencer les politiques européennes et tentent de le faire? Alors sur la question de l'islamisme, sur la question en tout cas d'une vision fondamentaliste de l'islam qui serait la seule vision, c'est-à-dire des femmes voilées, ce genre de choses. Sur la question de la réputation de ces pays-là, on a vu ce qu'a pu dire la vice-présidente Eva Kaili quand elle parlait du droit du travail au Qatar. Est-ce qu'on a un problème d'influence ou de corruption, disons-le clairement, dans les institutions européennes, Françoise et Bellamy? Eh ben, il y a manifestement un sujet de corruption dans les institutions européennes. On le voit aujourd'hui avec le Qatar. Je pense que ça vaudrait le coup de creuser aussi l'influence d'autres États tiers, hein, bien sûr, qui d'ailleurs ont parfois été déjà documentés, parfois même déjà l'objet de poursuites judiciaires, que ce soit d'ailleurs au Parlement européen ou bien dans d'autres institutions. Le Conseil de l'Europe, par exemple, qui n'est pas une institution européenne, a déjà été le lieu de ces trafics d'influence. Mais ce qui est intéressant dans le cas du Qatar, c'est que ce qu'on sait du Qatar, c'est qu'il est aujourd'hui l'un des plus gros sponsors de l'islam politique en Europe. Et ça aussi, ça a été largement documenté. Une enquête remarquable de vos confrères d'Arte avait montré que derrière la Qatar Charity, qui est l'une des grosses ONG qataries, il y a en réalité des dizaines de projets de mosquées dans les pays européens. Tous ces projets sont supposément totalement étrangers à des financements de pays tiers. En réalité, quand on regarde la réalité des circuits, on voit bien que le Qatar organise ce qui est en réalité une force politique à l'intérieur de nos pays. Et finance FEMISO, pardon, je vous coupe, mais FEMISO en tout cas a fait une demande de financement auprès de ce fameux Qatar Charity Fund. Et FEMISO avait adressé une demande de financement. Alors je crois qu'il n'a pas été documenté de financement effectif de Qatar Charity à FEMISO, mais ce qui est très intéressant, c'est que FEMISO demande de l'argent à la Commission européenne au motif qu'elle veut travailler pour l'inclusion des jeunes Européens dans les valeurs occidentales. Et quand FEMISO, la même association, envoie une demande de financement à Qatar Charity, c'est pour défendre l'identité islamique des jeunes d'origine immigrée dans le monde laïcisé auquel ils sont confrontés. On voit très bien le double discours, le double langage, et moi je suis convaincu que tout ça n'est pas, encore une fois, gratuit. Il y a une part de complaisance idéologique, il y a une part de lâcheté, il y a une part de clientélisme électoral. Il y a certainement aussi une part de corruption quand on sait que le Qatar, qui finance massivement cette stratégie de présence de l'islam politique en Europe, est aussi un acteur qui tente de corrompre des élus européens ou des acteurs institutionnels en Europe. On ne peut pas imaginer que le Qatar, qui a une stratégie globale, ne fasse ça que pour améliorer son image pendant la Coupe du Monde. Il le fait parce qu'il y a une volonté de faire avancer un agenda islamiste. Et je crois que c'est aussi à ça qu'il faut résister. Emmanuel Morel, sur ces questions de lobbying, de pays tiers, sur la question de la corruption de façon plus générale. Alors, déjà, je ne vais pas procéder par ordre. Première chose, il faut distinguer influence et corruption. Parce que si vous me posez la question de la plus grande influence au Parlement européen, c'est pas le Qatar, hein, c'est pas le Maroc, c'est les États-Unis. Hein, on a aujourd'hui
un débat sur les conséquences de la loi anti-inflation de M. Biden qui vise à privilégier, à protéger les entreprises américaines par rapport aux entreprises européennes notamment. Je peux vous dire que moi, quand je suis venu en commission commerce international pour dire il faut riposter, hein, il faut se défendre, soit on saisit l'EMC, mais c'est compliqué, soit nous-mêmes on protège nos entreprises européennes, qui sont tous, là pour le coup, de droite, mais aussi certains de gauche, on dit ah non, nos partenaires américains, pas possible. Donc, et je devais donner une deuxième influence dont on parle, les Chinois. Hein, aujourd'hui, et notamment c'est le cas dans le groupe PPE aussi, hein, les gens qui expliquent que le partenariat avec la Chine est stratégique, qu'on doit multiplier les accords commerciaux, qui votent en catimini un accord d'investissement avec la Chine comme l'année dernière, à Noël dernier, ça c'est voilà, pour moi c'est ça les grosses influences. Le groupe PPE est opposé, hein, mais en l'occurrence c'était Madame von der Leyen, c'est vrai. Oui. Tu as raison, c'est pas le groupe PPE. Bon, ça je parle des influences. Après là, bon, déjà je pense pas du tout que cette affaire a un rapport avec, enfin, en tout cas dans l'esprit des corrompus comme des corrupteurs, avec l'implantation de l'islam politique. Là, on est sur l'histoire d'argent. Oui. C'est vraiment... les gens qui se sont fait corrompre, c'est pour des histoires de fric. Oui, c'est pour défendre la réputation du Qatar. J'ajoute qu'il y a quand même un côté, et c'est pour ça que je trouve c'est important de le dire, un côté un peu pied nickelé, hein, de ces eurodéputés qui sont là avec leur sac de bifton pris la main dans le sac. C'est terrifiant pour l'institution, parce que ça donne une image navrante. Mais je tiens quand même à dire que le Parlement européen, à mon avis, a aussi beaucoup d'élus incorruptibles, très majoritairement incorruptibles. C'est-à-dire, je ne voudrais pas que, à la faveur de cette affaire navrante, on le donne à penser que les députés européens soient plus à l'écoute de tel ou tel lobby. Voilà, ça n'est pas vrai. Hein, ça n'est pas vrai, et c'est la première chose qu'il faut dire. Et c'est même d'une certaine façon très injuste que ça tombe sur le Parlement européen. Alors, si je peux me permettre, Emmanuel Morel, je vous suis, mais il y a un point qui est quand même intéressant dans cette affaire, c'est que c'est bien la justice belge qui enquête sur cette affaire-là, et il me semble, hein, vous me dites si je dis une bêtise, mais il y a bien un office européen antifraude, ou alors une enquête interne du Parlement européen qui aurait pu se saisir de l'affaire. Si l'affaire avait été sortie et traitée par l'Union européenne, par les institutions européennes, je pense que ça aurait été finalement salvateur. Là, en l'occurrence, c'est le fait que la justice belge interviennent là-dedans, on se dit, est-ce que finalement tout ça n'est pas un peu opaque, est-ce que vraiment au sein des institutions il y a des instances de contrôle? Vous faites allusion à l'OLAF, oui, tout à fait. qui n'a ni les moyens ni les prérogatives d'une justice comme la justice belge, quoi, en termes d'enquête, en termes d'investigation, et même en termes de procédure. Donc l'OLAF, grosso modo, elle vise à voir que le parlementaire utilise correctement les fonds qui lui sont alloués, fait une déclaration de patrimoine qui est transparente. C'est ça ses missions. Ses missions, c'est pas des missions d'enquête. Là, on parle d'une enquête de plusieurs mois, avec l'infiltration des écoutes. Enfin, et puis tout ça est parti des services, des services de renseignement de la Belgique. Le Parlement européen n'a pas de service de renseignement. Voilà. Non, je pense que l'Institut, moi je partage ce que disait Emmanuel Morel, je pense que l'Institution, heureusement, coopère de façon absolue avec la justice sur ce sujet. J'espère que cette enquête ira jusqu'au bout, et c'est d'autant plus important que c'est aussi ce que sont en droit d'espérer l'immense majorité des parlementaires européens qui mènent leur mandat de manière intègre et qui, évidemment, sont aujourd'hui victimes ou risquent d'être victimes d'une opprobre collective très, très injustifiée. Maintenant, je suis persuadé que ceux qui se sont laissés corrompre l'ont fait uniquement pour de l'argent. Je crois encore une fois que le Qatar, quand il a une stratégie en Europe, a une stratégie globale et que c'est pas seulement une stratégie de relations publiques. Il y a aussi une dimension. Il y a manifestement et un agenda qui passe par des moyens gigantesques qui sont investis pour servir cet agenda de normalisation de l'islam politique en Europe, qui crée quand même, y compris pendant notre pays. Et là encore, c'est effectivement le type de menace auquel on est confronté aujourd'hui. Mais quand vous avez des mosquées comme celle de Poitiers qui sont massivement financées par le Qatar et qui entretiennent un double discours permanent sur la réalité de leur conformité avec les valeurs et les principes de la République française, on est devant un problème énorme pour l'avenir de notre société et de nos sociétés européennes. François-Xavier Bellamy, merci. Emmanuel Morel, merci pour cette discussion extrêmement intéressante.